Derrière chaque fortune se cache un secret. Le mien, je suis tombé amoureux d'une femme que la société disait que je ne devais pas aimer. Ils l'ont traitée de chercheuse d'or. Moi, je l'ai appelée mon salut. Voici l'histoire de comment une femme noire issue de modestes origines est devenue l'épouse du milliardaire que personne n'avait vu venir. Si vous avez déjà jugé une relation sur les apparences, cette histoire changera à jamais votre vision de l'amour. Abonnez-vous dès maintenant pour découvrir d'autres récits inédits de couples extraordinaires qui ont défié toutes les attentes. Grandir dans l'opulence signifiait ne jamais entendre le mot « non ». Jet privé, résidences de vacances éparpillées sur plusieurs continents et des parents trop occupés à faire des millions pour assister à mes événements scolaires. À 30 ans, j'avais tout. Un bureau d'angle dans le gratte-ciel de mon père, un penthouse surplombant la ville et une collection de voitures de sport que je ne conduisais presque jamais. Ce que je n'avais pas, c'était quelqu'un qui voyait au-delà de ma richesse. Chaque relation ressemblait à une transaction. Des femmes attirées par mon style de vie, des associés intéressés par mon réseau. Je souriais sur les couvertures des magazines, mais je rentrais chez moi dans un vide que même mon matelas à 30 000 $ ne pouvait adoucir. Ce soir-là, au gala de charité, je ne faisais qu'honorer une obligation. Un énième allègement fiscal, une autre occasion d'être vu en train de soutenir les bonnes causes. Vêtu de mon smoking sur mesure, je hochais la tête à des conversations entendues 100 fois quand elle est entrée. Pas en tenue de créateur, ni couverte de bijoux comme les autres. Juste une simple robe noire, ses cheveux naturels encadrant son visage comme une couronne. Ce qui m'a frappé, ce n'était pas sa beauté, bien qu'elle fût magnifique, mais la passion avec laquelle elle parlait aux organisateurs de la cause réelle, et non de la liste des invités. Quand nous avons enfin été présentés, elle n'a pas ri exagérément à mes blagues, ni effleuré mon bras d'un geste séducteur. Au lieu de ça, elle m'a mise au défi. Que savez-vous réellement de l'initiative éducative pour enfants que vous financez? J'ai bafouillé, prise au dépourvu. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose de réel. D'abord de l'embarras, puis de la curiosité. Elle n'était ni impressionnée par mon nom, ni par ma fortune. Elle m'a tendu sa carte, non pas pour obtenir un don, mais parce qu'elle pensait que je devais faire mes devoirs sur ce que mon argent finançait réellement. Mes amis ont immédiatement perçu mon intérêt et les mises en garde ont fusé. Elle n'est pas de notre monde. Tu sais ce qu'elle cherche? Mon assistant a fait une enquête sur elle sans mon consentement. Ma mère m'a appelé, inquiète des attentes familiales. Mais cette fois, leurs avis me semblaient creux, car pour la première fois, j'avais rencontré quelqu'un qui ne voulait pas ce que je pouvais lui offrir. Elle voulait que je sois meilleur que ce que j'étais. Et cela me terrifiait autant que ça m'exaltait. J'ai enfreint toutes mes règles de séduction avec elle. Pas de jet privé pour dîner à Paris, pas de bijoux rares offerts, juste comme ça. Elle n'aurait de toute façon pas été impressionnée. Notre premier vrai rendez-vous fut dans un petit restaurant éthiopien de son quartier. Un endroit où le propriétaire la connaissait par son prénom et où personne ne se souciait de mon compte en banque. Je l'ai regardée me montrer comment manger avec de l'injera, riant de mes tentatives maladroites. Cette simplicité m'a envoûté. Elle travaillait dans un programme artistique communautaire, enseignant la photographie aux enfants des quartiers défavorisés. Quand elle m'a invité à voir leur exposition, j'ai annulé une réunion du conseil d'administration pour la première fois de ma vie. En la regardant s'illuminer tandis que ses élèves montraient fièrement leurs œuvres, j'ai su que je tombais amoureux. Pas d'une image soigneusement construite, mais d'une passion sincère qui existait indépendamment de mon univers. Rencontrer sa famille m'a transformé. Leur petite maison respirait plus de chaleur que toutes mes propriétés réunies. Son père, un ancien chauffeur de bus, m'a serré la main avec une méfiance évidente. Sa mère m'a offert un thé sucré fait maison tout en me scrutant du regard. Son petit frère a directement demandé combien coûtait ma montre. Pas de faux-semblants, pas d'opportunisme. Il la protégeait, sans chercher à me flatter. Et c'était rafraîchissant. Au dîner du dimanche, il débattait de politique.
partageaient des anecdotes. Ils s'écoutaient avec une attention que ma famille n'avait jamais eue. Les rumeurs ont commencé aussitôt. Aux galas et événements professionnels, j'entendais des murmures. Une passade exotique. Il se compromet. Chercheuse d'or. Les commentaires sur les réseaux sociaux étaient pires, ouvertement racistes, mettant en doute ses intentions, son passé, sa légitimité à être à mes côtés. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'était que moi, je doutais d'être digne d'elle. Elle affrontait chaque remarque acerbe avec une dignité que j'admirais et que je ne savais pas imiter. Quand une chroniqueuse mondaine a fait un commentaire particulièrement ignoble, j'ai voulu la poursuivre en justice. Elle l'a invitée à faire du bénévolat dans son programme artistique. Le changement se fait en face à face, m'a-t-elle dit, pas avec de la colère. Elle m'apprenait une autre forme de pouvoir que celui que j'avais toujours exercé. J'avais déjà acheté des bagues de fiançailles. 3 fois, en fait. Chacune plus imposante que la précédente, chaque relation plus vide que la dernière. Mais en tenant cette bague, ajustée dans la petite bijouterie de son quartier, celle de sa grand-mère, je sentais que cette fois, c'était différent. Ce n'était ni une question de carat ni de pureté du diamant. Cette bague avait une histoire, une âme. Le bijoutier, un vieil homme aux mains calleuses, m'a dit que la pierre n'était pas parfaite selon les standards modernes, mais qu'elle avait du caractère. Tout comme notre amour. Quand mon père a entendu les rumeurs, il m'a convoqué dans son bureau. Il n'a pas crié. Ce n'était pas son genre. Il a simplement utilisé ce ton mesuré qu'il réservait aux associés qui le décevaient. Réfléchis à ton avenir. Réfléchis à l'image de l'entreprise. Réfléchis à ce que ta mère va penser. C'est à cet instant que j'ai compris la prison que je m'étais construite en recherchant l'approbation de gens incapables de voir au-delà de leurs œillères. J'ai posé la petite boîte en velours sur son immense bureau et lui ai dit que j'avais déjà tout considéré, y compris la possibilité de vivre sans elle. Et ça, ce n'était pas un avenir que je voulais. Les tabloïds étaient impitoyables. L'épouse noire du milliardaire. La croqueuse de diamants qui a frappé le gros lot. Des sources anonymes affirmaient qu'elle était enceinte, qu'elle me faisait du chantage, que tout cela n'était qu'un coup de publicité. Quelqu'un avait divulgué ses demandes d'aide financière pour l'université. Ils avaient retrouvé de lointains parents avec des casiers judiciaires. Ils remettaient en question son intérêt soudain pour la philanthropie. Ce qu'ils n'ont pas publié, ce sont les prix de services communautaires qu'elle avait reçus bien avant de me rencontrer, ses bourses d'études, ou les centaines d'enfants dont elle avait changé la vie grâce à ses programmes. Jamais elle ne m'a demandé de la défendre. Leurs mots révèlent leur caractère, pas le mien, disait-elle. Mais en la voyant parcourir les gros titres dans ces moments de silence, je savais que cela la blessait. Quand les amis de ma mère l'ont accidentellement exclue du déjeuner caritatif annuel qu'elle avait aidé à organiser, elle a souri avec grâce et a organisé un événement alternatif pour les véritables bénéficiaires. Quand des membres du conseil ont remis en question mon jugement, insinuant que ma vie personnelle me distrayait, elle m'a encouragé à leur prouver le contraire par les résultats et non par des arguments. Elle m'apprenait à me battre autrement, non pas avec ma richesse ou mes relations, mais avec dignité et détermination. Grâce à elle, j'ai trouvé le courage d'assumer pleinement mon choix, même lorsque le sol sous nos pieds tremblait sous le poids du désaccord. Nous ne nous sommes pas mariés dans le domaine familial ni dans une station balnéaire exclusive. Nous avons choisi à la place son église d'enfance, où des générations de sa famille avaient célébré les étapes de la vie. Les bancs en acajou étaient remplis d'un mélange de mondes qui s'entrechoquaient, sa communauté aux côtés de membres réticents de la haute société. Ma mère est arrivée en retard, les lèvres pincées, mais elle est venue. Son père l'a accompagnée jusqu'à l'autel, les larmes coulant sur son visage, la fierté et la protection dans chacun de ses pas. Lorsque le pasteur nous a déclarés mari et femme, la chorale a entonné un chant gospel qui a semblé faire trembler les fondations mêmes de l'Église. Je ne m'étais jamais senti aussi loin de ma zone de confort, et pourtant, jamais autant chez moi.
La première année nous a mis à l'épreuve de façon que je n'avais pas anticipée. J'avais l'habitude de jeter de l'argent sur les problèmes pour les faire disparaître. Elle m'a poussé à m'impliquer, à écouter, à accepter parfois l'inconfort. Lorsque nous avons débattu de la création d'une fondation, elle ne voulait pas se contenter d'écrire des chèques. Elle voulait que nous soyons personnellement investis. L'argent sans lien humain n'est qu'un lavage de conscience, m'a-t-elle dit. Alors, chaque mardi, nous avons commencé à enseigner la gestion financière dans son ancien lycée. La voir inspirer ces adolescentes qui se voyaient en elle a changé ma perception de ce qu'est une véritable influence. Mes décisions professionnelles ont aussi évolué. J'ai commencé à remettre en question nos pratiques d'embauche, les communautés dans lesquelles nous investissions, les voix absentes de notre conseil d'administration. Quand j'ai exigé plus de diversité dans l'équipe dirigeante, plusieurs membres influents ont menacé de partir. Qu'ils partent, a-t-elle dit simplement. Fais de la place pour la faim et l'innovation. En 2 ans, les bénéfices de l'entreprise ont augmenté de 22% avec notre nouvelle approche du leadership. Les articles qui autrefois critiquaient mes choix m'ont soudain présenté comme un visionnaire. Je n'ai jamais précisé que cette vision n'avait jamais été uniquement la mienne. Nous avons bâti un foyer à notre image, pas une vitrine, mais un lieu où sa famille se sentait libre de passer à l'improviste et où les enfants du quartier venaient pour ces célèbres cookies du dimanche. Ma collection d'art hors de prix a été complétée par les photographies de ses élèves et des œuvres d'artistes émergents issus de milieux sous-représentés. Nous avons organisé des dîners où des militants communautaires étaient assis aux côtés de milliardaires de la tech, créant des liens qui n'auraient jamais existé dans mon ancienne vie. Dans notre chambre, à l'abri des regards, nous avions construit notre sanctuaire, là où les étiquettes s'effaçaient et où nous étions simplement 2 âmes qui s'étaient retrouvées contre toute attente. Construire une vie avec elle, ce n'était pas fusionner 2 mondes. C'était en créer un entièrement nouveau, où nous pouvions tous 2 nous épanouir. On me demande souvent quel est le secret de notre relation, comment nous avons tenu bon malgré toutes les prédictions d'échec. La vérité n'est pas compliquée, même s'il m'a fallu la moitié d'une vie pour la comprendre. Avant elle, je mourais à petit feu. J'avais une richesse qui m'isolait du réel, entouré de gens qui ne reflétaient que l'image de moi que je voulais voir. J'étouffais dans un privilège vide de sens. Elle ne m'a pas sauvé parce qu'elle en avait l'intention. Elle m'a sauvé simplement en étant authentiquement elle-même dans un monde qui avait tout intérêt à la faire rentrer dans un moule. Notre fondation philanthropique se concentre aujourd'hui sur l'éducation artistique et les opportunités économiques dans des communautés comme celle où elle a grandi. Nous ne faisons pas que donner de l'argent. Nous sommes présents. J'ai appris à m'asseoir sur des chaises pliantes dans des centres communautaires où je suis le seul visage blanc de la pièce, à écouter plus que je ne parle. Elle a appris à naviguer dans des conseils d'administration où elle est la seule femme noire, refusant de se diminuer pour rassurer les autres. Ensemble, nous avons financé plus de 50 entreprises appartenant à des femmes de couleur, créé des bourses d'études pour les étudiants de première génération et construit des espaces artistiques dans des quartiers que les promoteurs avaient abandonnés. Mais la plus grande transformation a été celle des gens autour de nous. Ma mère, qui autrefois évitait son regard, l'appelle désormais pour lui demander conseil sur les initiatives en faveur de la diversité. Mes anciens amis, qui avaient émis des avertissements au début, ont dû affronter leurs propres biais. Sa communauté, d'abord méfiante envers mes intentions, a fini par accepter que notre amour n'était ni une façade ni une passade. Les enfants que nous mentorons voient dans notre union une preuve que les barrières qu'on leur présente comme infranchissables peuvent tomber. J'ai appris que l'amour ne consiste pas à trouver quelqu'un qui vous complète. C'est trouver quelqu'un qui vous pousse à vous compléter vous-même. Elle n'a jamais cherché à me changer. Elle a simplement refusé de me laisser me cacher. Avant elle, je mesurais le succès en acquisition et en actifs. Aujourd'hui, je le mesure en moments de connexion authentique, en la capacité de défendre quelque chose de plus grand que soi, en la joie de bâtir un héritage qui ne se résume pas à un nom ou un compte en banque. Elle ne m'a pas épousé pour mon argent, et je ne l'ai pas épousée pour prouver quoi que ce soit au monde. Nous nous sommes choisis, car ensemble, nous sommes devenus pleinement nous-mêmes.
Et dans un monde déterminé à nous séparer par des barrières artificielles, c'est peut-être l'acte le plus révolutionnaire de tous. Le véritable amour ne voit ni la couleur, ni la classe, ni les comptes bancaires. Il voit les âmes.